Imaginez Margot, une jeune mariée de 15 hivers, debout dans l'embrasure d'un modeste cottage de pierre en l'an 1357. À peine adossée au chambranle, elle sent le craquement des joncs sous ses pieds nus, mêlé à la crispation de son être. L'homme qui s'avance vers elle, Henrik, est presque 2 fois son âge. Son père l'a choisi pour ses 3 cochons et son demi-acre d'orge. Dans la lueur vacillante des chandelles, son visage buriné se dessine en ombre tremblante. Margot serre le fin haillon de laine cousu par sa mère, le même qu'elle avait porté, puis sa grand-mère avant elle, comme un fragile bouclier contre l'inconnu. Au-delà des murs, on entend les compagnons d'Henrik, ivres de bière, pousser des cris d'encouragement grossiers, tambouriner des casseroles avec des cuillères en bois. Ils ne partiront pas sans entendre la preuve de la nuit consumée. Chaque respiration de Margot devient allaitement, tandis que les doigts calleux d'Henrik cherchent à détacher la lanière de cuir autour de son cou. Elle repense alors aux murmurés avertissements de sa mère sur les devoirs conjugaux. Pourrait-elle vraiment être préparée à affronter ce qui l'attend dans cette pièce exiguë, enfumée et imprégnée d'odeurs de laine mouillée et de corps mal lavés? Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est la réalité de l'intimité médiévale, un temps où les pratiques sexuelles étaient tissées de superstitions, de terreurs religieuses et d'instincts de survie qui nous paraîtraient aujourd'hui totalement étrangers. Un monde où le lit nuptial n'était jamais vraiment privé, car la communauté, l'Église et les croyances ancestrales y avaient voix au chapitre. Avant de plonger dans ces récits oubliés de souffrance et de survie, si vous aimez découvrir les vérités enfouies de l'histoire, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à Historien Silencieux, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à poursuivre ce travail de décryptage du passé. Et surtout, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. C'est fascinant de parcourir ces histoires anciennes, ensemble, depuis différentes parties du monde, unis par notre curiosité. Cette nuit de noces en automne 1347 ne fut pas célébrée avec des flûtes de champagne ni des chants joyeux, mais entérinée comme une transaction commerciale, scellée par des fluides corporels et attestée par le voisinage tout entier. Le couchage, ou bedding ceremony, avait commencé bien avant que les corps ne se touchent vraiment. Les invités traînaient littéralement les jeunes époux jusqu'à leur chambre, les déshabillaient en chantant des chants grivois, puis restaient près de la porte, à l'écoute de tout son indiquant que le mariage produisait ses effets. Les amis d'Henrik ne se disperseraient pas tant qu'ils n'auraient pas entendu Margot crier, preuve que l'époux avait rompu sa virginité et que la nuit était consommée. Malgré cette représentation publique brutale, la réalité de l'intimité médiévale était encore plus étrange. L'Église enseignait que même entre époux, le moindre écart, un plaisir trop intense ou un acte inconsidéré, constituait un péché mortel. Dès le IVe siècle, saint Jérôme avertissait qu'un homme qui aime trop ardemment sa femme devient adultère. Les pères de l'Église voyaient dans le plaisir, même conjugal, une menace pour la pureté de l'âme. Au cœur du Moyen-Âge, chaque détail de la vie intime était donc encadré par des règles strictes, dictées à la fois par la religion et par une méconnaissance profonde du corps humain. Le grand théologien Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique vers 1265, allait jusqu'à prescrire des instructions précises aux couples mariés. Seuls certains jours de la semaine, durant des périodes pures du calendrier religieux, et dans une position unique, l'homme au-dessus, la femme en dessous, face à face. L'union conjugale pouvait avoir lieu sans menacer l'âme des époux. Toute variation était jugée contre nature, et donc péché. Les caresses orales bannies, les relations pendant les menstruations, la grossesse ou l'allaitement également interdites. En respectant scrupuleusement ces prescriptions, un couple marié ne pouvait espérer s'unir qu'environ 50 jours par an. Margot, comme toutes les jeunes filles de son village, avait appris ces règles par les confidences maternelles, elle-même guidée par les sermons des prêtres
et les confessions imposées. La menace de la damnation éternelle pesait sur chaque étreinte. Quand Henrik s'approchait d'elle un mercredi soir durant le carême, Margot se trouvait face à un choix cruel. Se soumettre au devoir conjugal au risque de son âme, ou résister et s'exposer à la colère de son mari, dans une société où la violence domestique non seulement était légale, mais attendue. Le regard porté sur la sexualité féminine découlait de conceptions erronées héritées de l'Antiquité gréco-romaine. Les textes médicaux médiévaux affirmaient que la femme était une version incomplète de l'homme, ses organes sexuels étant décrits comme l'inversion interne du sexe masculin, le vagin, un pénis retourné, les ovaires, des testicules internes. Ces croyances absurdes avaient des conséquences dramatiques. Par exemple, la conviction qu'une femme devait éprouver du plaisir pour concevoir conduisait à des raisonnements pervers. Ainsi, lorsqu'une femme tombait enceinte après un viol, cela était interprété par certains tribunaux comme une preuve qu'elle y avait pris plaisir, et donc qu'elle portait une part de responsabilité. À cela s'ajoutait la peur irrationnelle de l'utérus vagabond. Les médecins médiévaux pensaient que l'utérus pouvait se déplacer dans le corps d'une femme, remontant pour étouffer son cœur, ou descendant jusqu'à tenter de s'échapper par le vagin, provoquant hystérie et folie. Les traitements consistaient à utiliser des fumigations parfumées pour attirer l'utérus à sa place, normale, ou des odeurs nauséabondes au niveau du nez pour le repousser. Parallèlement à ces conceptions médicales souvent tragiques, survivait une tradition populaire de savoirs ancestraux transmises par les femmes. Les herbes, rituels et amulettes censés favoriser la fertilité ou empêcher la grossesse. Les sages-femmes des villages, souvent qualifiées plus tard de sorcières, pratiquaient ces savoirs secrets hérités des cultes païens. Dans les forêts proches du village de Margot, il arrivait qu'on récolte certaines plantes à la pleine lune, la menthe pouliot et la tanésie, par exemple, pour préparer des infusions abortives, dont la dose correcte oscillait dangereusement entre contraceptifs et poisons. Le mandragore, cette racine à forme humaine, était particulièrement prisé, censé augmenter la fécondité lorsqu'on le portait directement contre la peau. Ce talisman était si recherché qu'on trouvait fréquemment des contrefaçons taillées dans des racines ordinaires sur les étals des marchés médiévaux. Malgré les condamnations fermes de l'Église, ces pratiques ne disparurent jamais totalement. La frontière entre médecine populaire et magie était floue, poreuse, ambiguë. Une femme pouvait très bien prier Sainte Marguerite pour un accouchement sans danger, tout en enterrant secrètement un morceau de placenta sous le seuil de sa maison pour garantir une future fertilité. Elle arborait parfois un crucifix à l'église, tout en cachant un morceau d'ambre entre ses seins pour éviter la fausse couche. La contraception médiévale, en l'absence de connaissances scientifiques fiables, était un mélange périlleux de superstitions, de recettes douteuses et de gestes désespérés. Les femmes étaient invitées à sauter en arrière 7 fois après l'acte pour éviter la conception, ou à boire du vin mêlé de poudre d'abeille broyée. Plus inquiétantes encore étaient les décoctions à base de mercure ou de plomb, dont la toxicité tuait parfois la femme en même temps que l'embryon. Car dans un monde où aucun moyen efficace ne permettait de contrôler la fertilité, chaque grossesse non désirée était potentiellement dramatique. Le risque de mourir en couche était terrifiant. Environ une femme sur 3 ne survivait pas à l'accouchement ou à ses suites. Pour les femmes célibataires, la grossesse signifiait souvent la ruine sociale, l'exil ou la mort. Face à cette pression insoutenable, des pratiques terribles se répandirent, comme l'infanticide, condamné officiellement, mais tacitement compris comme le dernier recours d'une femme sans solution. Dans ce contexte brutal, la virginité féminine prenait une importance capitale. Elle devenait une monnaie d'échange, l'élément central des négociations matrimoniales. Lorsqu'il arrangea le mariage de Margot avec Henrik, le père de la jeune fille échangeait, en réalité,
la virginité de sa fille contre des terres et des animaux. Ce capital d'honneur valait davantage que de l'or. La nuit de noces ne visait donc pas uniquement la consommation charnelle du mariage, mais aussi la validation publique de la pureté de la mariée. Le matin suivant, les draps ensanglantés étaient exposés à la vue de tous pour attester de la rupture de l'hymen. Si ces preuves faisaient défaut, la jeune épouse pouvait être renvoyée dans sa famille, humiliée, soupçonnée d'infamie, voire exécutée. Ce système cruel était fondé sur une profonde incompréhension anatomique. L'hymen était censé être une membrane complète, totalement obturante, dont l'absence prouvait nécessairement une activité sexuelle préalable. La réalité biologique est tout autre. Cet anneau de tissu est partiel, fragile, variable selon les femmes, et pouvait être rompu bien avant toute relation sexuelle, lors d'activités banales comme la monte à cheval ou des travaux physiques. La doctrine ecclésiastique sur la consommation du mariage engendra aussi des pratiques juridiques étonnantes. Un mariage n'était pas juridiquement valide tant que la consommation n'avait pas été prouvée, ce qui ouvrait la porte à des enquêtes intrusives. Les tribunaux ecclésiastiques interrogeaient séparément mari et femme sur les détails de leur nuit de noces, examinaient le corps de l'épouse pour y déceler d'éventuelles traces de pénétration et recueillaient les témoignages des voisins qui avaient entendu ce qu'il s'était passé. Mais au-delà de ces contrôles étroits, la réalité médiévale était plus complexe et plus vivante. La position dite missionnaire n'était pas simplement préférée. Elle était, aux yeux de l'Église, la seule tolérable pour l'âme. Toute autre posture était proscrite, car elle rompait avec l'ordre naturel du monde tel que défini par les dogmes. La femme, au-dessus, renversait la hiérarchie attendue. L'union par derrière était assimilée à la bestialité. Cependant, la littérature médiévale dévoile un envers du décor où se mêlaient en subversion et humour grivois. Les fabliaux, ces récits satiriques populaires contés sur les places ou dans les tavernes, dépeignaient des situations cocasses et des pratiques sexuelles transgressives qui feraient frémir les autorités ecclésiastiques. Ces récits témoignent qu'en dépit des interdits, les hommes et femmes du Moyen-Âge savaient expérimenter, rire et contourner les règles, au moins en imagination. Des poètes, comme André le Chapelain, au XIIe siècle, décrivaient des rituels amoureux d'une grande sophistication, où la quête du plaisir prenait des formes raffinées, bien éloignées des prescriptions rigides du clergé. Pourtant, tout cela devait rester dans le secret le plus absolu. Découverts, ces comportements pouvaient entraîner l'excommunication, l'exil ou pire encore, la mort. Les soupçons pesaient lourdement sur quiconque paraissait différent ou transgressif, et la société médiévale vivait dans une peur constante, non seulement des péchés terrestres, mais aussi des entités surnaturelles censées hanter les nuits humaines. La peur des démons sexuels faisait partie intégrante de l'imaginaire médiéval. Les succubes et incubes n'étaient pas de simples figures folkloriques. Ils représentaient pour l'Église une menace bien réelle, reconnue par la médecine et la théologie. Le succube, démon féminin, était accusé de séduire les hommes durant leur sommeil, responsable des pollutions nocturnes, des rêves érotiques et de toute pensée charnelle hors mariage. À l'inverse, l'incube, démon masculin, était censé s'attaquer aux femmes, les soumettant à des assauts sexuels nocturnes pour leur voler leur vitalité. Les théologiens médiévaux élaborèrent des théories complexes sur ces entités. On croyait qu'un démon pouvait d'abord se manifester sous une forme féminine pour récolter la semence d'un homme, avant de se transformer en incube pour féconder une femme avec cette semence dérobée. Les enfants issus de ces unions diaboliques étaient supposés marqués, maudits dès la naissance. Ces croyances s'inséraient dans une vision du monde où chaque aspect de la sexualité était sous surveillance spirituelle. Les femmes qui confessaient avoir ressenti des sensations étranges pendant leur sommeil
ou qui se plaignaient de paralysie nocturne, aujourd'hui comprise comme une forme de paralysie du sommeil, étaient souvent soupçonnées d'avoir consenti à des relations avec ces démons. La frontière entre victime et sorcière était effroyablement mince, et le moindre écart pouvait conduire à la persécution. La menstruation elle-même, phénomène naturel pourtant universel, était perçue comme un élément menaçant. Le sang menstruel était réputé posséder des propriétés maléfiques. On pensait qu'il pouvait faire tourner le lait, ruiner les récoltes, rendre les lames émoussées, ou même rendre les chiens fous. Ces superstitions, héritées d'auteurs antiques comme Pline l'Ancien, traversèrent les siècles et imprégnèrent la pensée médiévale. Dans de nombreux villages, les femmes, durant leurs règles, étaient considérées comme impures. On leur interdisait d'entrer dans les églises, de préparer des aliments ou de toucher des objets sacrés. Dans certaines régions, elles devaient même se retirer dans des huttes isolées, à l'extérieur des villages, le temps que leur cycle s'achève. L'Église, en expliquant les règles comme une punition divine pour le péché originel d'Ève, contribuait à renforcer l'exclusion des femmes menstruées. L'absence de compréhension médicale conduisait à des traitements absurdes et parfois dangereux. Les médecins médiévaux craignaient que le sang menstruel retenu dans le corps puisse empoisonner la femme. Pour éviter cela, ils prescrivaient des saignées supplémentaires, des purges et parfois même des rapports sexuels afin que la semence masculine vienne purifier l'organisme féminin. Mais ces recommandations n'étaient réservées qu'aux lettrés. Les femmes ordinaires se transmettaient en secret des savoirs plus pragmatiques et souvent plus efficaces. Elles utilisaient des linges, de la mousse, des peaux de mouton comme protection menstruelle rudimentaire. Elles suivaient aussi les cycles lunaires pour anticiper leurs règles et concoctaient des remèdes à base de plantes pour apaiser leurs douleurs. Cette médecine intime, transmise de mère en fille, se cachait aux yeux des prêtres et des médecins masculins, de peur d'être assimilée à de la sorcellerie. Dans cette société profondément marquée par la peur, même la compatibilité sexuelle des couples était soumise à des interprétations pseudo-scientifiques. Les médecins examinaient les futurs époux avec la même minutie qu'on réservait au bétail. Les hanches larges étaient interprétées comme signe de fertilité, alors que des hanches étroites inspiraient la méfiance. Les dimensions et la forme du sexe masculin étaient également scrutées pour juger de l'adéquation des deux corps. Parallèlement, l'Église s'inquiétait des mariages entre individus trop proches, par le sang ou par des liens spirituels, convaincus que de telles unions engendreraient des enfants difformes ou infertiles. Les règles complexes de consanguinité firent annuler de nombreux mariages bien après leur célébration, lorsqu'un lien familial oublié était révélé. Dans cette société où tout, jusqu'à l'intimité la plus profonde, était codifié, surveillé, contrôlé, la réputation sexuelle d'un individu devenait essentielle. Pour un homme, la virilité n'était pas simplement une affaire privée. Elle garantissait son honneur, sa position sociale et même son autorité politique. L'impuissance masculine, bien plus qu'un simple trouble de santé, constituait une humiliation publique qui pouvait ruiner un seigneur, un chevalier ou un notable. Pour les femmes, la pression sociale était encore plus écrasante. Leur honneur et celui de leur famille reposaient presque entièrement sur leur réputation sexuelle. Le simple fait d'être vu en conversation avec un homme qui n'était ni mari ni parent pouvait entraîner des accusations de légèreté, entacher un mariage potentiel ou provoquer l'exclusion de la communauté. Dans les villages où tout le monde connaissait les affaires de tous, les rumeurs étaient parfois plus redoutables que la loi. Les comportements féminins étaient scrutés, interprétés, et la moindre ambiguïté pouvait suffire à condamner une vie entière. La loi médiévale elle-même reflétait ces inégalités criantes. Le viol n'était pas considéré comme un crime contre la femme, mais comme une atteinte au père, au mari ou au seigneur qui possédait
cette femme. Sa gravité dépendait donc du statut social de la victime et de son agresseur. Un noble qui violait une paysanne payait souvent une simple amende, tandis qu'un paysan coupable du même crime sur une noble risquait la torture et la mort. L'adultère était puni plus sévèrement encore, mais surtout pour les femmes. Un mari avait légalement le droit de tuer sa femme adultère, ainsi que son amant, s'il les surprenait ensemble. Les hommes, en revanche, bénéficiaient d'une grande liberté sexuelle. Les relations avec des servantes, des prostituées ou des femmes non mariées étaient tolérées, voire attendues, pour peu qu'elles ne nuisent pas à l'ordre social établi. Ce double standard était ancré dans les mentalités et renforcé par les institutions. Dans ce climat oppressant, les rituels de séduction et de courtisanerie apparaissaient comme une sorte de contre-monde idéalisé, où l'amour et le désir étaient sublimés sous une forme spirituelle, presque abstraite. La tradition de l'amour courtois, popularisée par les troubadours, dépeignait un modèle d'amour noble et chaste, où un chevalier prêtait allégeance à une dame inaccessible, mariée à un autre. Cet amour idéalisé se voulait pur, souffrant, éternellement non consommé. Ce mythe littéraire participait à séparer radicalement amour et sexualité. Le mariage était vu comme une nécessité économique et reproductive. L'amour véritable, quant à lui, appartenait au domaine des émotions inaccessibles. Dans la réalité plus prosaïque des campagnes, les unions se négociaient comme des alliances stratégiques. Si une jeune fille aimait le fils du forgeron, mais que le meunier offrait un meilleur contrat à son père, elle se retrouvait mariée au meunier, sans que ses sentiments ne pèsent. Pourtant, certaines coutumes tentaient de préserver une forme d'évaluation préalable. Dans certaines régions, les couples fiancés pouvaient partager la même couche, séparés par une planche de bois, le bundling board, afin de tester leur compatibilité sans enfreindre les règles de la chasteté. Malgré le poids des interdits religieux et moraux, les traditions païennes liées à la fertilité survivaient. La nuit de la Saint-Jean ou la fête du 1er mai conservait un caractère érotique assumé. Les jeunes gens partaient ensemble dans les bois pour cueillir des fleurs, mais ces excursions étaient souvent propices aux premières expériences amoureuses. L'Église luttait contre ces pratiques, les condamnait comme païennes, mais elles subsistaient, déguisées sous des atours chrétiens. La conception même de la procréation était traversée par des croyances étranges, mêlant philosophie aristotélicienne, doctrine chrétienne et tradition populaire. On croyait que la semence masculine et féminine se combinait pour créer la vie, et que l'orgasme féminin était nécessaire à la conception, d'où des conséquences judiciaires absurdes, qui incriminaient parfois les victimes de viol. L'influence des astres et des phases lunaires sur le sexe de l'enfant à naître était également admise. On conseillait aux couples de concevoir sous certains alignements célestes pour favoriser la naissance d'un garçon. La surveillance sociale était telle qu'aucun espace, même le plus intime, n'échappait au regard collectif. La confession, exigée par l'Église, devenait un outil redoutable de contrôle des corps. Les prêtres interrogeaient en détail les fidèles sur leurs actes les plus intimes, répertoriant les moindres déviations. L'Inquisition ajouta encore à cette obsession, poussant parfois la cruauté jusqu'à torturer des individus pour obtenir des confessions sur la nature exacte de leurs rapports sexuels. Les peines pour les crimes sexuels étaient terribles. Une femme convaincue d'adultère pouvait être enfermée dans une cage exiguë où elle mourrait de faim. Les hommes coupables de viol pouvaient être publiquement castrés avant d'être pendus. Mais ces châtiments n'avaient pas seulement pour but de punir. Ils visaient à terroriser toute la communauté, à maintenir une stricte discipline sexuelle. Et pourtant, sous cette chape de contrôle et de répression, des espaces de liberté et de plaisir subsistaient. Les chansons populaires, les récits des tavernes, la poésie des cours royales témoignaient d'un désir indomptable de vivre, d'aimer et de jouir,
malgré tout. Margot, dans son modeste cottage, n'était pas simplement prisonnière des mains rugueuses d'Henrik. Elle portait sur ses frêles épaules tout le poids des angoisses, des croyances et des exigences contradictoires d'un monde où l'intime n'existait pas. L'histoire médiévale de l'intimité nous rappelle combien la sexualité humaine est toujours façonnée par les rapports de pouvoir, les peurs collectives, les codes sociaux. Ce monde si éloigné du nôtre dans ses pratiques nous en dit pourtant long sur ce que signifie être humain. Une tension permanente entre désir et interdiction, entre plaisir et culpabilité, entre liberté et contrôle. Derrière les gestes tremblants de Margot et les doigts calleux d'Henrik, c'est toute une civilisation que nous voyons se jouer dans l'obscurité tremblotante des chandelles. Ses peurs les plus profondes, ses espoirs les plus fragiles, et la volonté, malgré tout, de trouver dans la tendresse une forme de répit face à l'austérité du monde.